Bienvenue dans notre échange. Aujourd'hui, on s'attaque à une question que se posent, je pense, beaucoup d'apprenants du français. Quelle est la vraie place des expressions idiomatiques? Notre point de départ, c'est une ressource qui liste 20 expressions, du genre ça roule ou j'en ai marre, et qui les présente un peu comme la solution miracle pour un français simple, naturel et vivant. La discussion est donc lancée. Est-ce que mémoriser ce genre de liste, c'est vraiment un passage obligé pour parler un français authentique, ou est-ce que c'est un raccourci un peu dangereux, une illusion de compétence? Pour ma part, je soutiendrai que ces expressions sont une clé essentielle pour débloquer la vraie conversation et la culture. Le dissident. Et de mon côté, je vais prendre le contre-pied. Je pense que cette focalisation sur les expressions est un miroir aux alouettes. Ça peut donner l'impression d'être compétent, alors qu'en réalité, on risque de négliger des bases bien plus importantes, comme la grammaire ou la richesse du vocabulaire. Et ça, pour moi, c'est le vrai socle de la maîtrise d'une langue. Pour moi, l'argument est assez simple, en fait. Ces expressions sont le pont entre le français scolaire, qui est parfois un peu figé, et le français qu'on utilise tous les jours. La source le dit très bien, c'est le français qu'on entend dans la rue, pas seulement dans les livres. Elle met vraiment le doigt sur un blocage réel. L'apprenant qui a une grammaire impeccable mais qui reste bouche bée devant un ça roule ou un tu m'étonnes. Ces expressions, ce ne sont pas des gadgets, elles sont la réponse directe à cette paralysie. Et puis, ce ne sont pas que des mots, elles charrient des émotions, une culture. Quand la source conseille de les apprendre avec leur émotion, je trouve ça très juste. Voir c'est la vie comme une philosophie à la française, ce n'est pas anodin. Un coup de foudre ou avoir le cafard, ça va bien au-delà d'une simple traduction. C'est une porte d'entrée sur une sensibilité. Et la méthode proposée, choisissez 3 expressions, utilisez-les pendant 7 jours, eh bien, elle est terriblement efficace. C'est concret, ça pousse à agir et ça rend l'apprentissage de ce français vivant tout à fait gérable. Voilà, le dissident. Oui, mais ce que tu décris comme un pont, moi je le vois plutôt comme un piège. Ça crée une fausse confiance et c'est ça le vrai danger. Savoir lancer un ça marche ou un pas de souci, c'est bien joli, mais ça ne remplace en rien la capacité à défendre une idée, à comprendre un débat politique ou simplement à lire un article un peu fouillé. On fabrique des perroquets, pas des locuteurs vraiment compétents. Et puis soyons honnêtes 2 minutes, la moitié de la liste n'a rien de si exceptionnel. Faire la fête pour tout parti, j'en ai marre pour M fed up, la plupart des langues ont des équivalents directs. Les présenter comme une révélation sur le vrai français, c'est un peu survendre la marchandise. Le vrai danger, c'est ce que j'appelle l'illusion de compétence. L'apprenant va maîtriser être crevé, mais sera incapable de raconter sa journée au passé composé sans faire 5 fautes d'accord. Dis-moi, qu'est-ce qui nuit le plus à la communication au final? Ne pas connaître être crevé ou massacrer la conjugaison? Tu parles de communication, mais tu l'as réduit à sa dimension purement technique, grammaticale. Or, la naturalité d'une conversation, ce n'est pas que ça. C'est avant tout une question de codes sociaux. Quand tu utilises ça roule au bon moment, avec la bonne personne, tu n'envoies pas juste une information. Tu envoies un signal. Je fais partie du groupe. Je comprends vos codes. C'est un acte d'intégration. Le comment allez-vous, même s'il est parfait grammaticalement, peut créer une distance énorme dans un contexte informel. La source a raison de préciser que ces expressions sont très courantes entre amis et collègues. Pour beaucoup d'apprenants, le but n'est pas d'écrire un essai pour l'Académie française, c'est de pouvoir prendre un café avec des collègues et de se sentir à l'aise, tout simplement. Le dissident. Mais tu décris un objectif qui est terriblement limité. La vraie aisance, ce n'est pas de maîtriser un seul code, le code informel du café du commerce, c'est la capacité à jongler avec les registres. C'est ça la véritable intelligence linguistique. Or, cette liste, c'est une impasse. Laisse tomber, être crevé, bof, tu m'étonnes. On est quasi exclusivement dans le registre familier. C'est une surspécialisation dangereuse. Ça prépare les gens à une seule situation sociale et ça les laisse complètement démunis dans toutes les autres. Imagine la même personne, si fière de son français naturel, en entretien d'embauche. Le recruteur demande: quelles sont vos faiblesses? Et lui, tout fier de son bagage, y répond: bof, c'est la catastrophe assurée, quoi. La naturalité, c'est l'adaptation. Et cette approche, c'est l'anti-adaptation. Je ne suis pas d'accord. Tu présentes ça comme si c'était un programme d'études complet alors que c'est une technique, un outil.
Et c'est là que la méthode Choisis ces trois, utilisée pendant 7 jours, est pertinente. On ne dit pas à l'apprenant «voici tout ce que vous devez savoir», on lui dit «voici une petite marche, essaye de la monter». C'est du micro-apprentissage, c'est concret, ça motive et ça pousse à la pratique active. La source insiste bien. Répétez chaque expression à voix haute. C'est une démarche qui ancre la langue dans le corps, pas seulement dans la tête. Ça rend l'objectif accessible. Pas besoin de tout retenir, nous dit le texte. C'est une approche déculpabilisante. On n'est pas en train de remplacer la grammaire, on ajoute une couche de vernis pratique par-dessus, petit à petit. Le dissident. Mais ce vernis peut craquer de façon spectaculaire. Cette méthode que tu trouves si brillante ignore l'élément le plus important et de loin, le contexte. C'est une bombe à retardement. La source le dit elle-même sans s'en rendre compte. Pour laisse tomber, elle précise que ça peut être doux ou sec selon le ton. Mais c'est tout le problème. Comment une liste peut-elle enseigner le ton, la situation, l'intention? Apprendre des phrases par cœur sans leur contexte, c'est comme apprendre à manipuler des produits chimiques en lisant juste l'étiquette sans jamais mettre les pieds dans un labo. On va forcément faire une erreur et l'explosion, elle sera sociale. Tu exagères un peu le risque, non? L'apprentissage se fait aussi par l'erreur. Il faut bien se lancer à un moment. Le dissident. Mais à quel prix? Prenons un exemple concret. Imagine un étudiant étranger qui travaille en stage. Son manager vient d'annoncer une vague de licenciements, il est visiblement affecté et dit à la fin de la réunion « C'est une journée très difficile ». L'étudiant, qui a religieusement appliqué la méthode des 3 expressions par semaine, veut se montrer empathique et détendu. Il lui lance un sympathique « Ah, laissez tomber ». Le malaise, le silence glacial, le dégât relationnel est immense et peut être irréparable. Est-ce que ça valait le coup pour apprendre une expression? C'est ça le risque qu'on ne mesure pas. Utiliser l'ironie de «tu m'étonnes» à contretemps, lancer un «ça suffit» trop sec, c'est bien plus grave pour l'intégration que de faire une faute d'accord. D'accord, je vois le danger, mais tu te concentres vraiment sur le pire scénario possible. Pour moi, le gain est supérieur au risque. Et il n'est pas que linguistique. Quand la source parle de C'est la vie comme d'une philosophie à la française ou de C'est pas grave comme d'une réaction très française à l'erreur, elle pointe vers quelque chose de plus profond. Ces expressions ne sont pas que des outils, ce sont des fenêtres sur une culture. Avoir la pêche, avoir le cafard, ce ne sont pas juste des synonymes de être en forme ou être triste. Elles portent en elles une imagerie, une poésie, une certaine manière de voir et de ressentir le monde. Apprendre ça, ce n'est pas juste du vocabulaire, c'est une initiation à des schémas de pensée culturels. Le dissident. Alors là, je suis désolé, mais je ne peux absolument pas te suivre. Ça, c'est une vision de la culture française pour touristes. C'est de la carte postale, pas de l'anthropologie. Attribuer une philosophie à la française, c'est la vie. Mais c'est une expression qui existe avec des variantes dans des dizaines de langues. C'est d'une banalité confondante. Tu penses sincèrement qu'un apprenant qui dit ça comprend mieux la philosophie de l'absurde chez Camus ou l'existentialisme de Sartre? C'est presque une insulte intellectuelle. On réduit une culture complexe et riche à quelques dictons. Mais non, ce n'est pas une réduction, c'est un point d'entrée. Tout le monde ne commence pas par lire l'être et le néant quand même. Ces expressions sont la culture vécue, la culture du quotidien. C'est le premier échelon qui, peut-être, mènera à Camus. Le dissident. Ou qui s'arrêtera là, en pensant avoir compris la France. Et c'est ça le problème, ça renforce les clichés les plus éculés. Le français fataliste qui hausse les épaules en disant bof ou c'est la vie, on ne donne pas à l'apprenant les outils pour comprendre la complexité du pays. On lui donne un déguisement, on lui apprend à jouer un rôle, celui que les étrangers s'attendent à voir. Le sentiment d'abattement, avoir le cafard ou l'enthousiasme, avoir la pêche, sont des émotions humaines universelles. Chaque langue a ses métaphores. Croire que les métaphores françaises sont uniques et révélatrices d'une âme nationale, c'est du nationalisme culturel de bas étage. Est-ce qu'on demande à un anglophone d'apprendre It's Raining Cats and Dogs pour comprendre la monarchie britannique ou Shakespeare? C'est absurde. En somme, et malgré les risques que tu as bien soulignés, je reste convaincue que l'intégration de ce lexique est une étape non seulement utile mais essentielle. C'est ce qui permet de briser la glace, de passer d'une connaissance passive, presque muséale, de la langue, à une interaction vivante. C'est un raccourci, oui, mais un raccourci efficace pour se sentir moins étranger et participer enfin aux conversations informelles qui font le sel de la vie sociale. C'est le passage de l'observateur à l'acteur. Le dissident. Pour conclure, je dirais que tout ton argumentaire repose sur l'idée que le but, c'est l'intégration sociale informelle. C'est imbulouable, mais ce n'est pas le seul. Pour moi, ces expressions sont comme la décoration d'une maison. C'est charmant, ça donne du caractère, mais on ne décore pas une maison qui n'a pas de fondation solide.
La grammaire, la syntaxe, un vocabulaire riche et précis, voilà les fondations. Se concentrer sur les expressions avant d'avoir bâti ça, c'est mettre du papier peint sur un mur fissuré. Ça fait illusion en temps. Mais à la première secousse, tout s'effondre. La question n'est donc peut-être pas de savoir s'il faut apprendre ces expressions, mais plutôt de se demander à quel moment de son parcours on devrait le faire, et surtout comment. Notre discussion montre bien le fossé qui peut exister entre la langue normée des manuels et la langue bouillonnante de la vie réelle. Le dissident? Exactement. Et ça nous ramène à la question fondamentale. Qu'est-ce que maîtriser une langue? Est-ce connaître ses règles sur le bout des doigts ou est-ce savoir quand et comment les transgresser? Ce qui est sûr, c'est que la perception de la compétence est façonnée par ce langage parlé, avec ses codes et ses raccourcis. C'est un sujet fascinant et on est loin d'en avoir fait le tour.